Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique où l'on parle de technologie antique et atypique. Et ici, je vous présente un petit peu l'histoire de l'informatique personnelle. Sur la vidéo de 1986, je vous expliquais que l'apparition des compatibles PC à prix plus accessible commençait à changer la donne sur les micro-ordinateurs. En 1987, on continue sur cette lancée, avec toute une collection de compatibles PC XT à prix bas, fait par de grandes marques ou des assembleurs avec souvent 512 kilo-octets de RAM, et on commence même à voir apparaître, en option seulement bien sûr, des disques durs d'environ 20 mégaoctets sur des machines à plus ou moins 10 000 francs. Je reconnais sur ce test de machine accessible, entre guillemets, la première machine que j'ai appris à utiliser en 1990 quand j'avais 5 ans, que j'ai utilisé ensuite quelques années après. C'était la machine de mon oncle, donc ce Jasmin PC avec ses deux lecteurs de disquettes 5 pouces 1 quart et ses 640 kilo-octets de RAM, sans disque dur bien sûr, et son processeur 8088 avec son bouton turbo qui permettait de passer de 4,77 MHz à 8 MHz. C'était une machine à l'époque qui était d'entrée de gamme, mais qui permettait quand même énormément de choses, surtout en 1987. Et dans le haut du panier, les compatibles avec processeur 386 commencent à être bien présents, et montent même à 16 MHz pour les plus puissants. Mais bon, IBM, à qui vient ce standard de machine austère qui était l'IBM PC, veut reprendre le contrôle et sort en 1987 sa nouvelle gamme. Ce ne sont plus des ordinateurs personnels, PC, mais des systèmes personnels 2, les PS2. Deux séries de machines vont être annoncées. Une série plus low cost, enfin pour IBM, qui reste similaire aux anciens à l'intérieur, mais à l'extérieur, un nouveau design, le lecteur 3 pouces et demi donc qui devient la norme, et le 5 pouces 1 quart en option. Une souris est fournie en standard avec des nouveaux connecteurs, les fameux connecteurs PS2, et un nouveau mode graphique qui permet du 320 par 200 256 couleurs. La série plus haut de gamme aura cette fois-ci une nouvelle architecture interne, le micro-channel, breveté cette fois-ci, et si les concurrents veulent copier, IBM montre les crocs. À l'extérieur, en plus des avancées des PS2 donc plus basiques dont je vous ai parlé avant, le lecteur de disquette devient haute densité de 1,44 mégaoctets, donc en pratique 1,38, et permet des graphiques de 640 sur 480 en 16 couleurs, et même en option 1024 sur 768, avec donc la connectique VGA que l'on trouve toujours. La plupart des concurrents choisiront de ne pas acheter le droit de faire des PS2 et garder ce qui n'est pas breveté, c'est-à-dire le nouveau lecteur de disquette 1.44 et la norme VGA, et de garder les machines donc avec les anciens slots ISA, tout en fournissant des machines aussi rapides. Dans le même temps, un système qui utilise mieux ces nouvelles machines serait franchement utile. Le MS-DOS conçu au départ en 1980 commence à montrer ses signes de faiblesse. IBM annonce donc, en collaboration avec Microsoft, comme avec le MS-DOS à l'époque et PC-DOS, un nouveau système avec du multitâche préemptif et une interface graphique, OS2. Ce système ne sera pas réservé à IBM. Il sort fin 1987, mais son interface graphique n'était pas prête sur la version 1. Son interface graphique, qui était prévue au départ, elle est nommée Windows Presentation Manager. Elle est créée par Microsoft et en fait elle partage la même ergonomie, le même look qu'un autre programme qui cette fois-ci lui fonctionne sous MS-DOS. Il s'agit de Windows. Donc la version 2 qui sortira en 1987 aussi, d'abord avec une version pour 286, donc qui est juste une interface graphique en fait qui te met au-dessus du DOS, et puis Windows 2 386 qui va utiliser une fonction évoluée des processeurs 386, le mode 8086 virtuel, qui permet de faire fonctionner plusieurs applications DOS en même temps. Alors chaque application est limitée à 640 kilo-octets de RAM, mais on peut utiliser toute la RAM disponible, qui va être partagée là avec toutes les applications, ou faire tourner plusieurs applications pour Windows en même temps, en mode coopératif cette fois-ci, donc au contraire d'OS 2. Sur Windows, si une application écrit sur un endroit de la mémoire qui lui appartient pas, il n'y a pas de protection, donc plantage. Mais ça permet de faire fonctionner les applications déjà existantes, alors que pour OS2, pour pouvoir être optimisé, il faut réécrire les applications. Pour les nouveaux systèmes, Unix commence aussi à prendre de l'importance. Microsoft annonce la sortie de Xenix pour 386, mais confie le développement à SCO. Et son équipe Unix est mutée pour travailler sur OS2. On reconnaît pas mal de concepts Unix dans OS2 bizarrement.
on en reparlera après parce que ça va avoir de l'importance pour la suite quelques années plus tard et même maintenant en fait. Et vu qu'on ne peut plus utiliser Unix à des fins pédagogiques comme ça a été prévu au départ, eh bien Andrew Tannenbaum développe un système simplifié basé sur le concept Unix pour ses étudiants qu'il publie dans son livre Les systèmes d'exploitation. Et donc sur ce livre on a les sources de Minix et on pouvait bien sûr aussi acheter Minix en disquette qui tournait sur un 8086 avec 640 kilooctets de RAM. Bon, je parle pas mal de compatibles PC, mais c'était loin d'être les seuls à l'époque, même si, 4 ans auparavant, on avait 40 machines qui étaient quasiment toutes incompatibles entre elles dans les tests de fin d'année qu'il y avait sur les revues. Maintenant, on en a beaucoup moins, et les compatibles IBM PC font plus de la moitié des ventes maintenant en France et en Europe, que ce soit pour les entreprises que pour les particuliers. Mais chez les non compatibles, la marque à la pomme croquée, le départ de Steve Jobs a changé la donne pour le Macintosh, avec la sortie du Macintosh 2, une machine plus puissante avec un 68020, donc un processeur plus évolué, et son coprocesseur, avec cette fois-ci le choix de son écran et des ports d'extension. Une machine au look plus pro que l'on peut faire évoluer, et donc avec son nouveau processeur et qui possède un coprocesseur arithmétique, sa vitesse est multipliée par 4 et les calculs arithmétiques un peu plus complexes multipliés par 200. Et dans la gamme du dessous, sort le Macintosh SE, donc cette fois-ci toujours avec l'ancien processeur, le 68000, mais avec un look monobloc comme les anciens, mais cette fois-ci on a un port d'extension, un seul, et un disque dur en interne, alors qu'avant il fallait obligatoirement rajouter un boîtier externe. Les deux ont un port SCSI pour brancher le disque dur, et donc le Macintosh SE a un disque dur de 20 mégaoctets optionnel, et le 2 a un 40 mégaoctets. Ça peut vous sembler faible maintenant, mais je parle bien de mégaoctets, et à l'époque 20 mégaoctets ça permettait de stocker énormément de choses, même si quand on y pense maintenant c'est à peine de quoi stocker une photo au format brut de la caméra qui me filme actuellement ou de mon Alpha 7. Et pour le reste, on a l'arrêt de l'Apple IIc et puis la mise à jour de l'Apple IIe en Apple IIe plus Platinum, donc il y a un nouveau clavier avec enfin un pavé numérique, et puis le passage par défaut à 664 kilooctets de RAM. Et puis l'Apple II GS dont je vous ai parlé l'année dernière, et selon Apple France, un demi-échec, en Europe moins de 15 000 machines seront vendues la première année, alors qu'Apple prévoyait au moins 5 fois plus. Et au niveau logiciel, sur les Mac, donc on a deux versions qui sortent du système d'exploitation cette année-là, la V2 et la V5. Et la V5, elle rajoute le Multifinder, qui permettra aussi du multitâche coopératif que Macintosh va utiliser jusqu'en 1999. Et puis une application qui va être fournie au tout départ gratuitement avec les Mac, qui va faire un petit succès qui s'appelle HyperCard, qui permet de réaliser facilement des petits gestionnaires de données comme un calendrier, un système de notes, de to-do, etc. Un peu l'ancêtre de nos widgets. En sachant qu'on avait aussi un système qui permettait des to-do, gestion du calendrier, etc. sur PC, mais beaucoup moins personnalisable, qui s'appelait Sidekick, qui faisait un très gros succès à l'époque. Chez Commodore, on a toujours deux vieilles machines 8 bits, le Commodore 64 et le Commodore 128, et l'Amiga, donc qui est renommé l'Amiga 1000 en 1987 pour laisser place à deux nouveaux Amiga de chaque côté de la gamme. D'un côté, l'entrée de gamme, plus pour le grand public ou les petites entreprises, l'Amiga 500, qui est un Amiga, toujours qui possède le processeur 68000, assez similaire à l'Amiga 1000, mais cette fois-ci avec 512 kilooctets de RAM, et tout est intégré dans le clavier, donc l'unité centrale avec le lecteur de disquette intégré et un port d'extension sur le côté ici. Et puis d'un autre côté, l'Amiga 2000 qui lui en version bureau va permettre de rajouter pas mal d'extensions à l'intérieur. Les architectures des trois sont très similaires, sauf que bien sûr l'Amiga 2000 est beaucoup plus extensible, et en plus il permet un truc assez important pour l'époque, pour la compatibilité avec les applications pro. On peut rajouter une carte bridge, et cette carte bridge qui va posséder un processeur 8088 ou 80286 permettra de rajouter entre guillemets un PC dans son Amiga où on va pouvoir faire tourner ses applications dans une fenêtre de l'Amiga. Alors malheureusement les graphiques sont lents, donc c'est pas vraiment fait pour du jeu, mais par contre pour des entreprises qui ont besoin d'applications où on va stocker pas mal de données, donc à l'époque je peux parler de Lotus 123, Multiplan, des bases,
et des applications comme ça qui sont très utilisées dans le monde professionnel, mais qui utilisent quasiment que du texte. Et puis d'un autre côté, eh bien, l'Amiga avec toutes ses possibilités graphiques et son, on a une machine qui permet à ce moment-là de faire énormément de choses, et donc le manque d'applications Amiga, notamment pour les professionnels, ce manque va être réduit sur le fait qu'on peut rajouter une carte qui va permettre le meilleur des deux mondes. Je vous ferai une vidéo complète, si tout va bien, cette année sur l'Amiga. Atari, donc outre son PC One dont Atari France ne semblait pas vraiment croire, donc le PC One c'était un PC grand public, un concurrent de l'Amstrad PC 1512, Atari annonce son Mega ST. Alors, comme je vous ai présenté l'année dernière l'Atari STF, en fait le Mega ST c'est un STF dans cette fois-ci un boîtier externe, l'unité centrale est séparée du clavier, et on va avoir dans ce boîtier donc quelques ports d'extension, un blitter qui va augmenter ses capacités graphiques pour justement faire des effets spéciaux à la télé et autre chose dans le genre. Et en fait cet Atari a rapidement eu du succès, notamment sur les plateaux télé et aussi dans l'impression en concurrence avec les Mac. Sur les autres types de machines, je vous avais parlé l'année dernière aussi du MSX, qui était un essai de norme pour les machines 8 bits qui a été faite par Microsoft Japon. Il reste en fait plus que Philips en Europe qui en produit. Sony, qui était le plus gros vendeur, arrête les ventes en Europe et les dernières machines sont bradées. Le succès en fait ne se fera quasiment qu'au Japon. Au final, la dernière version de la norme qui permettait des capacités son et graphiques évoluées ne sera malheureusement vendue qu'au Japon. Donc cette norme-là sera abandonnée quelques temps après. Alors, c'est pas mieux chez Thomson, qui avait aussi son architecture pour les machines 8 bits, donc les TO EMO qui utilisaient un 6809. Cette architecture est abandonnée, la recherche et développement est envoyée en Amérique et en Asie. La production est aussi envoyée en Asie, donc on sait pas trop ce qui va arriver pour la suite. Il y a une nouvelle machine qui remplace les autres, qui est vendu, donc il s'agit du TO8D qui est un TO8 comme ce qui était sorti l'année d'avant, avec le lecteur intégré cette fois-ci, mais sinon pas de grands changements internes. Et puis d'un autre côté, ils sortent un compatible PC d'entrée de gamme aussi, comme le fait les autres, le TO16. Ils avaient au départ promis une nouvelle machine basée sur le processeur 68000, donc en concurrence avec Mac, Atari, Amiga, etc. Donc cette machine est abandonnée puisqu'ils ne pensent pas pouvoir concurrencer ces machines-là qui commencent à avoir de la présence assez importante et aussi avec pas mal d'applications qui sont développées pour ces machines-là. Thomson qui arrive un peu le petit dernier, il pense qu'il y a peu de chances que ça fonctionne. Thomson, qui avait été en effet le grand gagnant de plan informatique pour tous, c'est aussi pour ça, vu que le plan est terminé, que la production est envoyée en Asie. On voit sur les revues, le gouvernement fait un petit bilan rapide et il est un peu mitigé, puisque d'un côté, les écoles qui ont un nano-réseau, donc plusieurs machines sur une salle où on peut mettre 2 voire 3 personnes par poste, les machines sont assez utilisées, sont même partagées par plusieurs classes, etc. Dans les écoles ou les collèges où il n'y a qu'un voire 2 ordinateurs, et bien autant dire que on va pas mettre la classe complète sur un ordinateur. Donc au final, très souvent, les machines se retrouvent dans les placards et se sont retrouvées dans les placards jusqu'à quasiment de nos jours, puisqu'on retrouve des machines quasiment neuves. Alors maintenant, différents soucis internes qui peuvent apparaître, mais dans certaines écoles, en fait, les machines n'ont quasiment pas été utilisées. Il y avait un petit manque de formation des professeurs, mais aussi un manque d'intérêt, surtout quand on devait se partager une machine pour une école complète. C'était difficile à faire un truc pédagogique avec une seule machine. Et le bilan est un petit peu mitigé. Chez nos amis de chez Amstrad, pas de grosse révolution en 1987, mais il faut savoir que c'est devenu quasiment 70% des machines vendues en France, avec notamment leur gamme CPC qui fait un énorme succès pour les particuliers. Que les CPC, pas d'évolution, à part le fait que le clavier passe enfin en français, donc sur les 464 et les 6128, donc clavier AZERTY avec gestion des accents. D'un autre côté, leur machine à traitement de texte, elle évolue un tout petit peu aussi, en passant à un look un peu plus moderne. Le PCW 9512 sort, donc qui remplace le 8512. Les principaux changements étant l'écran qui passe de monochrome vert à noir et blanc, et l'imprimante qui est maintenant une imprimante à marguerite, donc selon Amstrad de qualité courrier, mais en fait c'est juste technologie de machine à écrire. Et de l'autre côté, du côté de ces PC, Amstrad fait évoluer son 1512 avec son 1640. Alors comme le nom l'indique, on passe de 512 à 640 kO de RAM, mais aussi avec des nouvelles capacités graphiques, puisqu'en standard on a du EGA et non plus du CGA modifié Amstrad, ce qui permet d'utiliser un standard que l'on retrouvera dans pas mal de programmes et de jeux.
donc du 640 sur 350 en 16 couleurs. Et pour Noël 1987, Amstrad annonce la version portative de ses PC, le PPC, portable PC, donc PPC 512 et 1640, que voici. Il pèse son petit poids, c'est un peu plus gros qu'un PC standard, donc on a bien ordinateur portable ici, et pas portatif. Et cet ordinateur portable, donc on reprend une bonne partie des choses qu'on retrouve sur les PC 1512 et 1640, mais cette fois-ci avec un lecteur de disquette 3 pouces et demi. Même si on a un clavier complet, ce qui est vraiment bien pour un portable de l'époque, on a un tout petit écran LCD, même si on retrouvait à l'époque pas mal d'écrans en fait à plasma orange qui étaient beaucoup plus lisibles que ces écrans là. Ici Amstrad, on est quand même très souvent dans du low cost entre guillemets pour un ordinateur de l'époque. Pas question de rajouter un écran à plasma qui aurait énormément augmenté le prix, donc ici on a un écran qui est pas terrible, je reparlerai sur la vidéo dédiée sur cet Amstrad, mais pareil il fera son petit succès dans les années qui suivent. Enfin chez les Anglais de chez Acorn qui appartenait à Olivetti à l'époque, Olivetti donc était une des plus grosses marques d'informatique européenne, on a eu le droit à la sortie de l'Acorn Archimedes avec un processeur donc ARM2, le deuxième processeur de type ARM, considéré comme 7 fois plus rapide que le 68000 de Motorola, donc que l'on trouvait dans les Macintosh, Atari ST, Amiga, et 2 fois plus rapide que le 386 que l'on trouvait dans les meilleurs PC. Tout ça pour une consommation électrique vraiment réduite. Cette machine allait devenir une des machines les plus puissantes en ordinateur personnel, mais en France, eh bien, on en parlait très peu lors de sa sortie. Mais hélas, son système d'exploitation pour utiliser ça n'était pas encore prêt en 87 et ses capacités étaient vraiment bridées par le logiciel. Déjà en fait à l'époque, le logiciel était très souvent en retard pour utiliser toutes les capacités que pouvait permettre le matériel. Et donc en 87, cette machine était loin d'être utilisable comme elle aurait dû. Et toujours chez nos amis d'outre-Manche, eh bien Clive Sinclair revient avec son Z88 qui est une machine pour les universitaires, donc une toute petite machine de 900 grammes qui ne fera pas un grand succès, avec un clavier complet et un tout petit écran au-dessus d'assez haute résolution vu la taille de l'écran, plus ou moins un ancêtre de nos organiseurs, qui possède donc un Z80 comme on peut l'avoir dans les anciens Sinclair Spectrum ou Amstrad CPC. Mais bon, l'écran est quand même pas super grand, et puis Clive Sinclair n'a plus son entreprise Sinclair avec son marketing qu'il y avait derrière. Cette machine ne fera malheureusement pas un gros succès. Chez Sinclair, mais version Amstrad cette fois-ci, on a la sortie du ZX Spectrum Plus 3, qui est un ZX Spectrum dans un boîtier d'Amstrad CPC 6128 avec un lecteur 3 pouces, mais qui possède toutes les capacités du Spectrum 128. Un espèce d'hybride, donc fabriqué par Amstrad, mais compatible avec la Logitech Sinclair. Je vous avais parlé donc des processeurs de Motorola, donc le 68020 qui équipe le Macintosh et dont on parle qu'il y aura peut-être une nouvelle version de l'Atari ou de l'Amiga qui l'utiliserait un jour. C'est pas le cas en 87, mais on a aussi la sortie donc du 68030 de Motorola, donc qui est une version évoluée. On le retrouve en 87 dans les stations graphiques, notamment de chez Apollo, et chez HP, on a l'apparition donc du Spark. C'est une nouvelle architecture RISC pour leurs serveurs et les stations graphiques. Je parle de stations de travail. En fait, à l'époque, on divisait les types de machines par leur taille. On avait bien sûr les machines qu'il y avait dans les grosses entreprises pour gérer les très grosses bases de données, tout le stockage, les données financières, etc. Ce qu'on appelle les mainframes, les gros systèmes. On avait bien les mini qui étaient des machines intermédiaires et qu'on retrouvait surtout dans les années 70, et dans les années 80 ce type de machine est sur le déclin, surtout que ce type de machine commence de plus en plus à se confondre avec les micro-ordinateurs qui étaient au départ des machines qu'on pouvait utiliser que par une seule personne en même temps, donc beaucoup moins cher que les mini, mais qui avaient des capacités limitées. Là, on se retrouve avec des micro-ordinateurs comme les 386 qui permettent des choses beaucoup plus importantes que des mini qui ont seulement 3-4 ans. Ça commence à se confondre sérieusement de ce côté-là. Et puis, d'un autre côté, on a les stations graphiques, on pourrait dire un peu les performances des mini, mais avec des capacités graphiques. Logiquement pour une seule personne en même temps comme les micros. La limite commence à se réduire, mais on a toujours des stations graphiques qui sont des machines hyper chères qui permettent en effet les effets spéciaux du cinéma, pour les pubs, etc. Et puis donc qu'est-ce qu'on fait avec notre micro justement? C'est aussi ce qui va changer entre le type de machine, c'est que en 1987 sur le micro, à part le jeu, mais au départ c'est
pas forcément fait pour, surtout quand on met l'équivalent de plusieurs milliers d'euros actuels sur un ordinateur. On va l'utiliser bien pour faire la compta, de la bureautique, etc. On a notamment la sortie en 87 d'Excel pour PC et de Lotus 1.2.3 pour Mac. Lotus 1.2.3 étant le tableur le plus utilisé à l'époque. Et puis il y a une nouvelle version de Word aussi. Je suis pas forcément fan des applications de Microsoft, je les utilise toujours pas, mais il faut dire que c'est ce qui est le plus utilisé actuellement. Et on a aussi la première version de PowerPoint qui apparaît d'abord sur le Macintosh. On utilise aussi beaucoup le Minitel. Le Minitel en lui-même, c'est qu'un terminal, donc qui pourrait être branché sur un mini-ordinateur par exemple. Le Minitel, il fait juste qu'afficher ce qu'il reçoit et puis envoyer ce qu'on tape sur le clavier. Mais il est incapable de calculer quoi que ce soit. Il doit être connecté à quelque chose, donc notamment un ordinateur. Eh bien, on retrouve souvent des PC ou des micro-ordinateurs en tant que serveur Minitel. Dans les entreprises, voire chez les particuliers, chez les passionnés, eh bien, ils installent des serveurs qui font pas mal de choses, qui fournissent des données, etc. Et on a de plus en plus l'apparition de messageries, dont des messageries un peu coquines et ce genre de choses, et le gouvernement essaye de mettre un peu son grain de sel. Donc on ne sait pas si ça va être interdit ou pas, en tout cas ça en parle pas mal au gouvernement. Et puis on a aussi l'apparition des systèmes surtaxés, avec notamment le 3616 et le 3617, qui doivent être au départ réservés aux services professionnels, même si le Minitel Rose est pas très loin, surtout sur ce genre de tarification. Donc en sachant que le 3615, on paye juste un peu plus que les communications locales, et donc à chaque fois on rajoute des prix supplémentaires, et le 3617 était à 5 francs la minute. Alors je vous mettrai la conversion sur le côté, mais ça doit faire un peu plus d'€1, ce qui fait qu'on arrive très vite, sans s'en rendre compte, à des tarifs assez exorbitants. IBM annonce aussi son premier téléphone connecté, ce qui permet d'avoir son agenda, de prendre des messages, etc. sur PC. Mais sur les ordinateurs, on fait aussi pas mal de créativité graphique notamment. Comme je l'ai indiqué en 86, l'édition d'une revue devient facilitée grâce aux ordinateurs. C'est pas que sur Mac, on le fait maintenant sur Atari ST, Amiga et PC. Certaines revues s'équipent donc d'une armée d'Atari ST. On retrouve par exemple Libération. Les programmes Quark Express et PageMaker PC vont sortir en 87 et deviendront une référence. On a donc des nouveaux scanners qui vont permettre de numériser des images. Il faut savoir qu'en 1987, on avait encore beaucoup de rédactions qui étaient au ciseau et au linotype. Et là, on informatise tout et on se retrouve avec des solutions entièrement sur l'ordinateur. On a aussi, pour les graphistes, la sortie d'Adobe Illustrator, la première version qui permet de créer facilement des graphismes, des logos. Bon, en noir et blanc bien sûr au départ, mais ça permet quand même de faire des choses assez sympas. Les capacités graphiques des ordinateurs à l'époque évoluent aussi pas mal. Au début des années 80, on n'avait souvent pas de capacité graphique. On devait prendre des caractères et les transformer pour que le caractère fasse un logo par exemple, mais il n'était au départ capable que d'afficher que du texte. Ça vient du fait que la RAM était excessivement chère. On pouvait donc au mieux redéfinir des caractères pour afficher des pseudographiques. Le premier PC ne pouvait afficher que du texte en noir et blanc, haute résolution entre guillemets, et on avait ensuite rapidement la sortie d'un écran graphique qui lui n'était que basse définition et permettait des niveaux de gris. Donc très souvent c'était des écrans non pas en niveau de gris mais en niveau de vert ou ambre. Il paraît que c'était plus lisible que le noir et blanc, ou en couleur avec les fameuses palettes de CGA. Il y avait aussi un mode très basse résolution qui permettait d'afficher 16 couleurs, mais le mode CGA au départ était pas terrible. Sur les autres machines de particulier, on avait très souvent aussi des très basses résolutions qui avaient des palettes un peu mieux. En 4, 8, 16 couleurs, c'était rare qu'il y avait plus, en tout cas au début des années 80. Et là, 87, on voit pas mal de changements. L'arrivée du noir et blanc haute définition entre guillemets, notamment l'Atari ST qui a du 640-400 en noir et blanc, mais aussi le PC qui a du 640-480 en 16 couleurs cette fois-ci, donc la résolution VGA. En option, on monte même à des résolutions énormes, donc 1024-768 sur PC, mais sur Mac, il y a même des vendeurs d'écran de 1024 sur 1024 ou des écrans avec des formats bizarres en 1500 sur 400, donc format A4, mais des formats beaucoup plus haute résolution. Et puis on se retrouve sur les stations graphiques avec de 256 à voire même sur Amiga avec un mode spécialisé, le mode AM 4096 couleurs qu'on retrouve sur les stations graphiques. Donc on évolue vraiment sur le côté graphique. Alors ça se voit pour la création, pour la CAO et puis le dessin sur ordinateur, mais aussi sur les jeux
jeux qui commencent à avoir des graphismes assez sympas. Alors bien sûr, comme je vous ai dit, les écrans de 1024-768, c'était pas pour les jeux, peut-être pour certaines bornes d'arcade, mais en tout cas c'était vraiment réservé à des pros parce que les écrans étaient particulièrement chers. On va dire que ceux qui avaient de la chance, ils avaient un écran en 640-400. Ça correspondait aux meilleures définitions des télé NTSC. En Europe, on a des définitions un petit peu différentes. À la radio, on s'informatise aussi. Alors que tout était encore manuel quelques années auparavant, les disques étaient passés un par un. Les nouvelles radios, qui sont apparues au début des années 80 avec le phénomène des radios libres, elles s'automatisent. Pour être capable de diffuser toute la nuit sans personne, un ordinateur donc au départ trouvait pas mal d'Apple II, mais on retrouve selon l'article que j'ai lu ici, de plus en plus de compatibles PC et des Atari qui contrôlent des magnétophones Revox un peu spéciaux, puisqu'en fait ils doivent être contrôlés à distance, donc en allant directement au bon endroit de la bande et en lisant pile cet endroit. Et donc quelquefois la tête est même modifiée ou une tête est rajoutée pour stocker des informations en plus de la musique au milieu de la bande. Et pour la compacte cassette, sur les 4 pistes, puisqu'on a en fait 2 pistes par face pour la stéréo, et bien à la radio, on utilise pareil des platines un peu spéciales, puisque les 2 pistes, par exemple de la face A, sont utilisées pour la musique, mais une des pistes de la face B va être utilisée pour stocker de la donnée, pour savoir où est un titre en particulier. Donc ça va permettre d'automatiser les radios, de pouvoir laisser le matériel tourner, les bandes tourner elles-mêmes et de faire des programmations directement depuis l'ordinateur, le concept des playlists. On se retrouve aussi avec pas mal d'ordinateurs pour la composition musicale. La plupart des musiciens modernes composent maintenant sur ordinateur. On voit sur les interviews que beaucoup étaient contre et en fait ils l'utilisent de plus en plus, mais plus comme un chef d'orchestre, c'est-à-dire que les machines ont souvent des capacités sonores limitées. Donc l'ordinateur va contrôler des sampleurs, des enregistreurs PCM, des synthés, etc. On va enregistrer justement nos compositions en MIDI. L'ordinateur va les rejouer, va permettre d'automatiser pas mal de choses. C'est très rare qu'on utilise dans la musique les capacités sonores internes des ordinateurs. Il va falloir attendre encore quelques années, même si en 1987 on a l'apparition sur PC de la première carte son, la Adlib, qui va permettre de rajouter un synthétiseur sur un PC. Et vu que le PC était une architecture qu'on retrouvait beaucoup à l'époque, certains vont être très créatifs pour essayer de sortir le maximum de cette carte son qui a quand même des capacités sonores limitées. Je vous passe quelques extraits. Mais bon, elle sera pas utilisée que pour le jeu, elle sera utilisée pour créer de la musique, même s'il faut dire que le mode de la Lo-Fi n'était pas encore arrivé, était encore très loin. À la télé, on se met à utiliser aussi pas mal d'ordinateurs, notamment pour les effets graphiques, mais aussi pour s'échanger de l'information. Un métier disparu maintenant, les telexman, dont le travail consistait à recevoir toutes les dépêches d'actualité et de les photocopier et de les dispatcher à tout le monde dans la rédaction. Ça fait une énorme quantité de papier à s'échanger et remplacé donc par des ordinateurs. En France, la nouvelle chaîne La 5, alors pour les plus jeunes d'entre vous, ça n'a rien à voir avec France 5, c'était une chaîne privée qui n'a pas duré très longtemps, a remplacé donc tous ces telexmen par des ordinateurs. Donc tout est dispatché automatiquement, il n'y a plus qu'une seule personne qui reçoit les dépêches et qui les envoie aux différents journalistes, mais aussi au présentateur qui peut avoir exactement ce qu'il a à dire, à lire sur son pupitre. C'est un gros changement pour les rédactions télé. En outil de programmation, on a la sortie du Turbo Prologue ainsi que du Turbo C. Alors petit moment de nostalgie pour moi, j'ai mis les mains dans le C pour la première fois en 1999 avec ce Turbo C, avec des disquettes que j'avais trouvées à la poubelle. Et oui, en 99, première version de Turbo C qui est sortie en 87, c'était complètement dépassé. Sur les supports de stockage, donc outre l'apparition de disquettes 3,5 pouces haute densité, les fameuses 1,44 dont je vous ai parlé au début de la vidéo, on a eu l'apparition d'un des ancêtres des disques durs externes avec le Tandon Datapack. Mais aussi, on a le CD-ROM qui est enfin normalisé avec le Yellow Book qui indique comment on stocke les données physiquement sur le disque, et un groupe d'industriels s'est réuni, le High Sierra Group, qui est un groupe qui définit une norme pour pouvoir lire des fichiers sur CD-ROM. On a aussi quelques encyclopédies, donc les bases de données qui sortent sur CD-ROM, mais ça reste quelque chose à réserver à une niche de personnes à l'époque qui a besoin de stocker une très très grosse quantité d'informations, et oui, qui a besoin de 650 mégaoctets de données, c'est énorme, c'est l'équivalent d'une grosse encyclopédie.
Et on commence aussi à parler de ce que deviendra le CDR, le CD enregistrable, donc une seule fois à l'époque, mais en tout cas, c'est annoncé en option avec le PS2 d'IBM, même si en 87 on n'y voit pas encore la couleur. On a aussi l'ancêtre du QR code qui peut stocker des informations, cette fois-ci juste sur un papier. On en entend parler pas mal sur les revues à l'époque, mais en fait ça ne va pas faire un gros succès. Alors ça permet d'imprimer quelque chose sur du papier directement avec une imprimante standard. Le seul souci qu'il y a eu à l'époque, c'est que le scanner coûtait assez cher et le logiciel pour imprimer aussi, donc ils se sont dit ça va être super utile. Les revues vont pouvoir mettre du code source, avec nos relevés bancaires on va pouvoir avoir notre tableau Lotus 1, 2, 3 directement prêt, il n'y aura plus qu'à scanner, sauf que les banques ou les revues attendaient que les gens achètent le scanner, les gens n'allaient pas acheter un scanner à 300 francs s'il n'y a rien à lire, donc au final personne ne l'a acheté. On voit aussi le retour des ordinateurs de poche qui sont réellement de poche cette fois-ci, plus ce qu'on appelle maintenant des calculatrices scientifiques, mais leur capacité de calcul à l'époque était telle que on les appelle toujours ordinateurs de poche, surtout qu'ils ont des petits langages de programmation, enfin les calculatrices graphiques aussi bien sûr, et les portables diminuent en taille de plus en plus, alors pas avec l'Amstrad que je vous ai montré juste avant, mais par contre les machines un peu plus pro, un peu plus chères, on se retrouve vraiment avec des machines qu'on peut transporter dans les sacs à dos, même si ça reste des machines épaisses, et bien oui il faut toujours faire tenir le lecteur de disquette, voire le disque dur, et puis la batterie qui n'était pas encore des batteries Olipo, on est loin du MacBook 12 pouces ou d'un iPad avec clavier. Et avec tout ça, on se demande ce que deviendra le télétravail dans quelques années, avec les technologies de communication comme le numéris qui arrivent, les ordinateurs et le Minitel qui se trouvent de plus en plus dans les foyers et la possibilité de relier le téléphone à son ordinateur. Et puis on reparle aussi des IA, et bien à l'époque, souvent c'est plutôt des systèmes experts. Donc intelligence artificielle, en fait on essaye de donner l'intelligence ou les compétences d'un expert à un ordinateur. Donc comment un expert prend les décisions, à partir de quels paramètres, etc. Et on essaye de concevoir des systèmes de décision à partir de ça. Donc l'informaticien communique avec l'expert qui va rentrer ça dans l'ordinateur. Ça reste assez rudimentaire tout simplement parce que les machines en 87, comme je vous ai dit, la RAM étant limitée, donc il peut avoir en même temps qu'un nombre de cas limité. Quand on voit les milliards de cas que possède par exemple n'importe quelle intelligence artificielle maintenant, et on voit des systèmes experts même sur Amstrad CPC, une machine avec 128 kilooctets de RAM. Bon, bien sûr, il en existait pour PC ou pour station de travail, mais en fait, rapidement, beaucoup d'entreprises ont déchanté puisque les capacités des machines n'étaient pas capables de remplacer un expert en chair et en os. Il y avait trop peu de cas disponibles pour que ça donne vraiment quelque chose d'utilisable. Et enfin, l'ordinateur est utilisé pour jouer. Enfin, le compatible IBM PC et le Macintosh, c'était pas vraiment des machines de jeu au départ. Elles sont de plus en plus gâtées avec la sortie de pas mal de nouveaux jeux, mais aussi sur PC, comme je vous ai dit, avec les graphismes évolués. Le Macintosh 2, on a enfin des jeux avec des couleurs correctes, des animations correctes. Donc dans ce cas-là, un pas de jeu qui tourne sous Windows où il faut lancer avec une interface graphique, c'est des jeux qui ont besoin de toutes les ressources de l'ordinateur, donc rien d'autre qui tourne en même temps, pas de gestion du multitâche ou ce genre de choses. Et puis les consoles qui avaient disparu de nos contrées pendant quelques années, parce qu'en 83 avec le crash du jeu vidéo, la plupart des grosses entreprises ne voulaient plus en vendre ni en entendre parler. Donc c'était les ordinateurs, une fois dépassés pour le travail, qui devenaient un peu des machines de jeu. Et bien voici que pour Noël 1987, on se retrouve avec le choix entre 3 consoles qui arrivent en France et en Europe. La Sega Master System, souvent avec des jeux d'action, de baston, etc. La Nintendo Entertainment System, la NES, avec toute cette collection de jeux de plateforme et d'arcade, donc retrouve Mario et Tetris. Et enfin Atari qui sort sa XE Game System, qui reste un Atari 130 XE, où on a retiré le clavier et fourni en série les joysticks, mais en fait ça restera la console la plus limitée des 3. Alors même si ce sont 3 consoles dits 8 bits, la Sega et la Nintendo ont, comme sur l'ordinateur Amiga, des coprocesseurs graphiques qui aident à l'animation rapide des différents éléments du jeu, ce qui va permettre de vraiment améliorer les graphismes. Et puis le son avec des synthétiseurs incorporés. Donc en 87, on se retrouve donc comme jeu avec Afterburner, qui est un shoot 'em up genre simulateur de vol, donc qui sortira d'abord sur arcade avant d'être un peu un must-have sur console, bien que je suis toujours aussi mauvais sur ce genre de simulateur, comme vous pouvez le voir. Arkanoid 2, alors c'est une nouvelle version du casse-brique le plus connu. La plupart des casse-briques, en fait, on s'en lassait très très vite. Et Arkanoid a rajouté un aspect arcade, et donc il a rajouté un aspect assez addictif à ce jeu, et on y passe vraiment des heures. Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards.
un jeu donc que j'ai entendu parler énormément, qui a l'air d'être un jeu excessivement bien vendu en 87, mais en fait moi j'ai jamais compris comment démarrer le jeu. Megaman, donc c'est un petit jeu de plateforme. Metal Gear, eh bien un autre jeu de plateforme baston qui a débuté une série. On a aussi Pac-Mania. Alors pour moi Pac-Mania c'est assez important, même si on va dire que c'est pas le jeu qui a changé le game en 87, mais c'est le tout premier jeu auquel j'ai joué pendant des heures, donc sur mon Amstrad à l'époque en 2 couleurs, mais il existait eh bien des versions arcade ou sur Atari Amiga avec beaucoup plus de couleurs, des graphismes bien améliorés. J'ai pas mal entendu parler du jeu Marche à l'ombre, qui est un jeu dans l'univers des chansons de Renault. Et oui, donc qui remettent un peu de musique de Renault synthétisée, même si pareil j'ai pas bien compris le concept du jeu. Il aurait peut-être fallu que j'ai le mode d'emploi pour comprendre. Et puis Ball Breaker, qui est, voilà, on pouvait faire de la 3D à l'époque, même sur des machines 8 bits. Donc voilà, un casse-brique en 3D. Bon, on savait un peu s'amuser sur Amstrad. Alors voilà, c'est tout pour ce soir, pour ce retour en arrière en informatique. Encore une fois, ça fait bizarre de voir ce qu'on a hérité maintenant. Mais en fait, plus on avance dans le temps, plus j'ai l'impression de reconnaître les bases de nos technologies actuelles. Alors j'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour 1988. Cette vidéo-là, elle a mis beaucoup de temps à se faire, j'en suis désolé. J'ai voulu en mettre beaucoup trop au départ. J'ai repris plusieurs fois, j'espère que cette fois-ci sera la bonne. J'ai refait tout à zéro 4 fois, sans compter les fois où j'ai juste repris plein de petits bouts. J'ai voulu aller beaucoup trop loin, je pense. Voilà, je me suis retrouvé avec des vidéos dernière version du 1er février. Elle faisait 1h30, donc je l'ai réécrite complètement, alors que je voulais la sortir il y a déjà un mois. Niveau perso, ça commence à aller mieux de mon côté. Alors j'espère pouvoir aller plus vite, mais le déménagement commence déjà. Donc il y a déjà des choses qu'il va falloir que j'emmène et ça risque de durer 2 mois. Donc pendant 2 mois, il y aura sûrement que des vidéos documentaires comme celle-ci. Donc pas de vidéos sur l'iFi, pas de vidéos sur des machines en particulier. On reprend les vidéos sur les machines en particulier un peu plus régulièrement une fois que je serai là-bas, dans des locaux plus grands, plus propres et avec un décor si tout va bien. Voilà, j'espère qu'il m'arrivera pas d'autres aventures et sur en tout cas pas d'autres aventures stressantes comme il vient de m'arriver. Et sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!